Nous étions donc à la fois excités et prudents en examinant ce film récemment récupéré en Russie. Cette bobine contient des images de ce qui semble être l'examen scientifique ou médical de parties du corps. Les individus que l'on voit semblent être des médecins légistes ufologues ou des chercheurs en biologie. Ils parlent russe. On les voit inspecter un spécimen. La personne dirigeant la procédure commente ses gestes et les mesures qui sont faites. Après quelques minutes, la caméra change d'angle. Le spécimen est maintenant examiné de manière plus approfondie. Les instruments taillent ce que le leader appelle constamment les tissus. Il décrit aussi les parties prélevées comme ressemblant à différents organes. L'angle de la caméra change à nouveau. Et on voit alors les scientifiques posés face à la caméra, chacun exhibant des échantillons issus de la dissection. Si ce film est authentique, il expose l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. On se demande où ce film a été tourné et ce qu'il est advenu de ce spécimen. Si c'est réellement le film d'un examen scientifique authentique, que sont devenus les résultats? Qu'est-ce que les soviétiques ont appris et qu'ont-ils fait de ce savoir? Les agents du KGB avaient-ils de bonnes raisons de garder le secret pendant tant d'années? Il y a plus de questions que de réponses. Il y a eu un nombre considérable d'observations d'OVNI en Russie. On en a expliqué certaines, restent les autres. Les événements les plus connus sont les incidents de Delnagorsk et de la Tunguska. Nombre d'ufologues estiment que Delnagorsk est le cas le plus intéressant en Russie en termes de matériaux provenant d'un crash. Antonio Uneus partage leur avis. C'est le crash sur lequel on a le plus d'informations puisqu'on a des fragments. Ils ont été analysés. Il s'agissait d'une petite sonde. Ce n'était pas bien gros, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est écrasé sur une colline de Delnagorsk en janvier 1986. Les témoins ont décrit une sphère de lumière traversant comme une flèche la région au nord de Vladivostok. Les enquêteurs ont récupéré plus tard des matériaux dont des boules de plomb et de fer, des débris de verre et un filet de maille serré, tous objets testés et réputés hautement magnétiques. Le dirigeant de l'équipe de recherche a conclu que l'objet de Delnagorsk était très probablement une sonde spatiale artificielle d'origine extraterrestre. On appelle quelquefois l'observation faite à Tunguska, qui est l'incident russe le plus connu, le Roswell russe. À l'aube du 30 juin 1908, n'en croyant pas leurs yeux, les habitants de Tunguska, dans le centre de la Sibérie, observaient un objet rond et brillant traverser le ciel en laissant derrière lui une traînée de feu. L'objet s'écrasait dans une forêt de sapins éloignée, explosant en un jaillissement de flammes brillantes. L'incendie qui en résultait durait des semaines et détruisait 10 000 km autour du point de chute. Bien que l'événement ait précédé les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki de quelques 40 ans, les conséquences de Tunguska
ont été terriblement comparables à celles des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Il en est résulté la destruction d'une zone plus étendue que les villes de Los Angeles ou de Moscou. Les recherches conduites 20 ans plus tard n'ont pas permis de retrouver la trace d'un impact surdimensionné. Et les explications divergent, parmi lesquelles la chute d'un météorite, la foudre ou un tremblement de terre. D'aucuns disent qu'aucune de ces réponses n'est la bonne, et que c'est bien le crash d'un vaisseau extraterrestre qui est la cause du phénomène. On a pu considérer que les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde avaient emmagasiné des informations sur les ovnis. C'est aussi l'avis du chercheur en physique nucléaire Stanton Friedman. Bien sûr que les militaires et les services secrets amassent des données, que ce soit au Brésil, en Australie ou en Angleterre. Et le KGB l'a fait aussi. J'ai parlé à des gens qui sont allés en Union soviétique et qui ont eu accès à certaines informations. Là-bas, j'ai rencontré un cosmonaute soviétique et d'autres chercheurs. Bien sûr que ça les intéresse. Et il ne faut pas oublier que les républiques qui constituaient l'Union soviétique couvrent un large territoire. Elles aussi surveillaient le ciel dans la crainte d'un bombardement américain. Et c'est quand on surveille le ciel qu'on voit des ovnis. C'est évident. Pendant le règne communiste, l'intérêt des soviétiques pour les activités extraterrestres n'était pas admis officiellement. Cela n'a été confirmé que récemment. Alexander Petukov, l'ancien secrétaire à la Commission des phénomènes paranormaux, confirme l'existence d'un organisme officiel contrôlé par l'État. Sous l'ère soviétique, nous avons commencé à rassembler des informations issues de la population et nous avons reçu plus de 15 000 comptes rendus. La commission était un organisme public officiel avec une adresse officielle. L'état d'esprit en Russie est maintenant très différent de ce qu'il était sous le communisme. Sous le communisme, on leur disait que les ovnis n'existaient pas. Mais justement parce qu'on leur disait qu'ils n'existaient pas, ils croyaient aux ovnis. Parce que le gouvernement disait aussi qu'il n'y avait pas de crime en Russie, qu'il n'y avait pas d'accident. Tout était censuré pour donner une belle image. Mais les gens n'en pensaient pas moins. C'est dans une petite maison, d'une rue tranquille, non loin de l'Académie des sciences, que les espions anglais et américains rencontrèrent leurs informateurs pendant toute la période des années 60 et eurent vent d'un des complots les plus étranges de l'histoire des services secrets. Durant ma période d'engagement, pendant au moins 6 ans, les services de contre-espionnage soviétiques ont joué au chat et à la souris avec les agents occidentaux à Moscou qui s'intéressaient à nos programmes de technologie de pointe. On développait de nouvelles armes et de nouveaux moyens de propulsion. Et la CIA cherchait par tous les moyens à obtenir des informations des gens impliqués sur le projet. Je suis resté à Moscou pendant 1 an et demi. J'avais 2 autres agents et un type des services secrets. On devait mettre au courant 2 informateurs russes qui travaillaient pour le ministère de la Défense. On leur donnait des devises contre des informations sur les nouvelles technologies militaires. Et une partie de cette technologie concernait les ovnis. Il arrivait souvent qu'on fournisse de fausses informations par le biais des agents doubles, américains ou anglais. On a su que les soviétiques étaient sur quelque chose quand on a commencé à recevoir des renseignements qui faisaient diversion. C'était la preuve qu'ils cachaient quelque chose. C'était le signe qu'ils avaient découvert quelque chose près de Sverdlovsk et qu'ils gardaient étroitement le secret. Le chercheur scientifique Richard Haynes estime que les soviétiques ont de bonnes raisons de s'intéresser aux ovnis. D'après ce que je sais, les militaires soviétiques se sont intéressés au phénomène ovni depuis de nombreuses années. Pour la bonne raison que leurs contrôleurs aériens, leurs radars et leurs pilotes militaires avaient signalé des choses, tout comme les nôtres d'ailleurs, et qu'ils ne trouvaient aucune explication. La première explication qui vient alors à l'esprit, c'est qu'il s'agit de tests faits par une nation étrangère qui espionne quelque chose de nature militaire. Et si vous êtes vous-même dans le domaine militaire, alors vous prenez ça très au sérieux et vous faites des recherches.
Dans ce film, l'objet que l'on voit dépasser du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Des soldats, des officiers et des agents civils se sont déployés autour du site et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des 4 bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec 2 caméras. Une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. On voit le caméraman suivre le mouvement des soldats qui passent près de lui. Voilà maintenant le deuxième angle, le point de vue de la caméra sur pied. Et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Les 2 caméras changent de point de vue plusieurs fois pendant le tournage. Peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là, on voit arriver d'autres troupes. L'écrivain Veniamin Vereshchagin a décrit cet événement. Au printemps 1969, le fermier d'un kolkhoz a trouvé d'étranges vestiges dans la forêt proche de Rozhevski et l'a signalé aux autorités de la sécurité locale qui, à leur tour, ont demandé à la division militaire la plus proche de les aider dans leur enquête. En mars 1969, 2 officiers du KGB ont inspecté la zone de la découverte et l'ont bouclée. À la demande du KGB, une unité de l'armée soviétique a été envoyée sur place. Après une inspection minutieuse de l'endroit, ils ont trouvé les débris d'un objet en forme de disque, partiellement enfoncé dans le sol. Le KGB a d'abord cru qu'il s'agissait des débris d'un avion espion américain ou d'un vaisseau soviétique. L'intérêt des Russes pour cet objet ne surprend guère George Filer, un officier des services secrets de l'armée de l'air à la retraite, qui était en garnison à Langley. Les Russes étaient prêts à payer pour obtenir des informations sur les ovnis, plus que sur un F-111 par exemple. Les ovnis les intéressaient plus que nos derniers avions. Voici un homme, probablement un agent haut placé du KGB, ordonnant au caméraman de filmer le disque. 360 mètres de pellicule ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long, mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque, ni son enlèvement ne sont filmés. De cet angle, on voit bien la caméra à l'épaule en train de filmer derrière ou à l'intérieur du disque. Mais ce film, s'il a vraiment été tourné, n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées et se trouve peut-être encore dans la nature. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash, d'après les informations contenues dans le livre de Vereshchagin et dans ce film. Et maintenant, on peut se poser la question. D'où venait cet objet? Comment s'est-il écrasé ici? Et surtout, qu'en est-il advenu ensuite? Nous avons demandé à l'ufologue Stanton Friedman de visionner ce film et de nous donner son opinion. Des soucoupes volantes ont très bien pu s'écraser en Union soviétique. Et peut-être l'ont-ils vu au radar ou, est-ce que je sais, avec des satellites. On avait des satellites à cette époque. Eux aussi. Ou alors, quelqu'un du coin l'a signalé. Ce qui pose problème, c'est que la présence de troupes militaires et celle d'un caméraman ne veut pas dire forcément que c'est une soucoupe volante.
Il faut être prudent avant de tirer des conclusions. Je pense que ça vaut le coup d'enquêter sérieusement sur ce film, mais ça coûte très cher. Il y a des spécialistes pour ça, pour voir si les uniformes correspondent bien à l'époque du tournage, si le film a vraiment été tourné en Union soviétique. Nous avons demandé à l'expert Sergei Goncharov de vérifier l'authenticité du film. Il nous a d'abord parlé des boîtes du film. Voici le nom de l'usine qui fabrique la pellicule de cinéma à Vernaslavie. Voici la référence de la pellicule, type A2. Après l'examen des boîtes, Sergei a estimé qu'elles étaient authentiques et correspondaient à la période et à la région dont elles étaient censées venir. Maintenant que nous avons vu les boîtes, il faut voir s'il n'y a pas d'indication sur la pellicule elle-même. Bon, au tout début du film, il y a le mot russe « Madjawa », le commencement, le début. Après, il y a ces deux informations. Le mois de mars, 1969, la lettre G pour l'année. Mois de mars 1969, d'accord. Ensuite, nous avons encore deux informations. Plunka numéro 267, ce qui veut dire en russe émulsion ou pellicule. Ça pourrait désigner la bobine ou la pellicule ou le lot. Et bien sûr le numéro. Ensuite, c'est marqué top secret, le logo des archives du KGB et les mots archives du KGB. Puis Sergei Goncharov a comparé les informations de la pellicule avec celles des boîtes. Comme vous pouvez le voir, sur le bord du négatif, tout ce qu'il y a écrit ici veut dire bobine de sécurité. Et ce que nous avons là qui veut dire type A2. Ce sont les mêmes informations que sur la boîte. Nous avons ensuite montré le film au chercheur Paul Stonehill. Les couleurs du film, la nature des uniformes. C'est assez compliqué quand on veut réaliser un film qui ait l'air de sortir des années 60. J'ai vu pas mal de films tournés dans les années 60, et celui-là en a pratiquement toutes les caractéristiques. Ce n'est pas un film des années 80, ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. L'ufologue Antonio Uneus nous donne son point de vue sur ce film. Visuellement, il est très convaincant. Il est de très bonne qualité, ça saute aux yeux. La pellicule est en excellent état. Ça ne peut pas être un canular. Il faudrait engager des acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait.